Bonjour et bienvenue à ce webinaire organisé par les Créments et les Saumur Fine Bulle. Donc, ce webinaire est proposé dans la continuité des différents appuis techniques de nos syndicats avec un but d'amélioration de nos vins de base. Voilà. Donc, un prochain webinaire sera consacré à la vinification des cépages noirs en vin blanc et ce sera le 29 mai à la même heure, 17 heures. Et pour aujourd'hui, je vais laisser la parole à Nicolas qui va vous présenter ce webinaire sur l'élevage sur latte pour environ 1 heure et demie. Et ce webinaire sera disponible en replay sur le site d'Interloire. À toi, Nicolas. Merci Béatrice et merci à Amandine d'avoir organisé ça. Donc bonjour à tous. Oui, Amandine m'a demandé de vous présenter un petit peu un petit peu on va dire l'art de l'élevage sur latte. Savoir un petit peu où on en est aujourd'hui et puis ben, comment gérer ce temps d'élevage de façon à ce que ça soit positif et pas négatif. Alors c'est vrai qu'avec la modification, on va dire, des ventes, des cycles de vente, quelquefois ça peut être subi, mais on va voir ensemble comment essayer de gérer ça et si possible, comment le prévoir. Donc pour moi, effectivement, l'élevage sur latte, c'est normalement quelque chose que l'on doit prévoir lorsqu'on fait une cuvée, lorsqu'on élabore une cuvée. Normalement, ça fait partie du plan de vinification. Ce temps d'élevage sur lit, enfin sur latte après prise de mousse, doit être intégré. Donc, comment le prévoir pendant la vinification? Comment le prévoir aussi au moment du tirage, puisque au moment du tirage, on a aussi quelques leviers pour gérer un petit peu ou modifier l'élevage sur latte initialement prévu, on va dire. Et puis, il se peut effectivement parce que on a des soucis de vente, parce que on a mis un petit peu trop en bouteille par rapport au marché courant. Eh bien, il se peut qu'on soit obligé de tirer un petit peu ou de freiner un petit peu l'évolution. Donc, on va voir ça ensemble. Donc, je disais effectivement, lorsqu'on parle de vinification de vin de base, hein, vous savez, on en a déjà longuement parlé, on doit parler de structure polyphénolique, on doit parler d'alcool, on doit parler de pH. Et en fait, ces trois paramètres vont être importants à maîtriser. Euh, Ils sont naturellement importants à maîtriser, mais lorsqu'on fait des vins d'élevage long, ils sont encore beaucoup plus importants. Euh, donc, vous savez, on cherche toujours à avoir des alcools plutôt maîtrisés, plutôt faibles, voilà, en sachant que l'alcool est quand même un conservateur. Donc, lorsqu'on va élaborer des vins de longue tenue ou de long temps d'élevage sur latte, on peut se permettre, voire on peut rechercher des alcools un poil plus forts. C'est un conservateur, c'est clair. Donc, que ce soit en termes de maturité à la récolte ou bien au niveau de nos assemblages, on peut se permettre d'aller un peu plus fort. Alors bien sûr, un peu plus fort dans la limite de la faisabilité de la prise de mousse. Parce que, en gros, on va être au maximum sur des 11,7, 11,8 grand max. Parce que sinon, effectivement, on aura un autre problème, c'est qu'on va arriver en point limite de faisabilité de la prise de mousse. Bien évidemment, il est hors de question de garder plus longtemps des vins avec des sucres résiduels. Là-dessus, on en est d'accord. Alors, lorsqu'on parle de structure polyphénolique, hein, bien sûr, derrière, on parle de gestion du pressoir. Vous connaissez mon leitmotiv là-dessus. Mais je ne rate jamais une occasion pour le rappeler. Lorsqu'on
travaille notre pressoir avec des raisins entiers, bien sûr, l'idée c'est d'amener les raisins entiers dans le pressoir et pas égrapper ou partiellement égrapper. Et j'ai un petit rappel, hein, à chaque fois qu'on va utiliser, que ça soit une sauterelle, que ça soit un tapis, ou qu'il y aura deux, trois chutes de tapis, etc., à chaque fois, on va provoquer de l'égrappage. À chaque fois qu'on provoque de l'égrappage, on va provoquer des phénomènes de macération. Si on provoque des problèmes de macération, eh bien, on va avoir des extractions polyphénoliques majeures. Donc clairement, dans la mesure où c'est prévu dès la vendange, ce genre de vin à élevage long doit être anticipé avec des chargements de pressoir directs ou le plus direct possible de façon à respecter au maximum l'intégrité du raisin. Alors, dans le cas de vendange machine, bien souvent, forcément, on se retrouve avec une vendange liquide qui, malheureusement, je dis bien malheureusement, souvent, on va charger le pressoir par l'axe. En chargeant par l'axe, sachez que vous pouvez vous retrouver avec des pressions supérieures à 2 bars, voire jusqu'à 4 bars, hein, à l'entrée du pressoir. Ce qui fait qu'en fait, le travail du pressoir, enfin de la membrane est déjà fait, hein, puisque en fait, on aura pressé le raisin dans le tube qui charge le pressoir. Donc clairement, lorsqu'on veut faire des vins il est possible de faire des vins de haute qualité, hein, là-dessus, j'ai aucun doute et j'ai plusieurs clients qui se débrouillent vraiment très très bien. Maintenant, bien sûr, il est hors de question de remplir le pressoir par l'axe, mais par la porte, pour éviter d'avoir ce pressurage dans le tube d'accès au pressoir. Alors, quand on remplit le pressoir à moitié, on a guerre de pression, mais clairement, quand on le remplit au maximum, comme je disais, on se retrouve avec 3, voire 4 barres dans le tube. Euh, En plus, on fait tourner le pressoir 2 fois, 3 fois, 4 fois entre chaque chargement, ce qui fait que ça provoque de la trituration, ça provoque de la macération. Donc, clairement, ce n'est pas comme ça qu'on fait des belles bases et encore moins des bases à faire vieillir longtemps sur lit. Donc très clairement, si on prévoit des élevages longs, il faut, ça se réfléchit dès le remplissage du pressoir. Alors, à partir du moment où on a rempli correctement notre pressoir, hein, on va avoir la possibilité de faire des fractionnements propres, nets. On en a déjà parlé, hein, chaque fraction de jus n'a pas la même capacité au vieillissement, hein. Les égoutages sur les raisins entiers, hein, les égoutages sont déjà partiellement oxydés, il y a plus de polyphénol oxydable, etc. C'est pas le type de jus qui a la capacité de vieillissement le plus importante. Donc la cuvée, vous le savez, c'est des jus qui sont plus propres, plus nobles, avec des pH plus faibles, avec des polyphénols oxydables en quantité moindre. Et donc naturellement, ce sont des jus qui vont avoir tendance à être aptes au vieillissement, hein. Et donc plus on va avancer ensuite dans le pressurage, moins ces jus auront une aptitude au vieillissement liée à leur oxydabilité ou au pH qui va être supérieur. Et donc ce phénomène, hein, on le retrouve exactement de la même façon lorsqu'une vendange égrappée ou vendange machine arrive au pressoir. En fait, on va retrouver exactement le même phénomène que ce qu'on trouve sur les vendanges entières. Simplement, on aura des volumes qui seront différents, des pourcentages qui seront différents. On aura des écarts entre QV A, QVB, etc., qui vont être différents en termes de,
analytique, hein. Les pH sont beaucoup plus lissés, les acidités totales sont beaucoup plus lissées. Par contre, donc voilà, on aura naturellement un tout petit peu plus de polyphénol oxydé répartis sur l'ensemble du pressurage. Euh, moi, ce qui m'intéresse plutôt, c'est les polyphénols oxydables. Et donc, sur les polyphénols oxydables, effectivement, euh, sur une vendange machine bien gérée, on va pouvoir avoir une QVA vraiment de très belle facture, voire même une QVB tout à fait intéressante. Euh, donc, encore une fois, moi, sur ce type de vendange, on peut faire et on fait de très belles cuvées avec ce type de vendange. Simplement, ça demande une attention très particulière, ça demande surtout de la réactivité, de ne pas faire attendre les raisins, de façon à ne pas les faire macérer. Et dans ce cadre-là, comment les transports de raisins avec des bennes à double fond, ce sont clairement les plus indiqués de façon à séparer le plus vite possible la partie de jus naturellement générée par la récolte et les grumes qui peuvent être conservées quasiment intègres maintenant avec toutes les avancées qui ont été faites par les machines à vendanger. Donc voilà, donc clairement, l'objectif de tout ce travail préparatoire à la vendange, c'est d'élaborer des vins avec le plus faible taux de polyphénol oxydable possible. Pourquoi? Parce que moins il y aura de polyphénol oxydable, plus naturellement le jus ou le vin sera apte à résister à l'oxydation. Donc pour les QV1, pour les raisins entiers, ben, bien sûr, on va faire un focus sur les QV1, ça va représenter plus ou moins 50% du volume. Par contre, sur les vendanges mécaniques, si on garde simplement la cuvée A, ça va représenter 10-15%, donc ça peut être un peu faible. Donc, naturellement, ben, soit on est en benne euh, double fond, donc on va pouvoir avoir d'un côté les premiers jus, de l'autre côté les cuvées, sinon on devra se contenter des cuvées pour les vendanges mécaniques. Donc QVA et B assemblés dans ce cas-là. Donc encore une fois, c'est vraiment quelque chose d'important à gérer, cette structure polyphénolique et bien sûr, ben, quand on a un excès de polyphénol, la tentation c'est de vouloir les éliminer et il faut les éliminer au plus tôt. Donc là, on va avoir deux options, hein. Soit d'effectuer des collages pour les éliminer, soit ben, de provoquer l'oxygénation, hein, l'oxydation de ces polyphénols pour les faire tomber et donc là, on rentre le domaine de l'hyperoxygénation. Simplement, c'est un choix. Ce choix, faut réellement le faire. Donc, moi, je dirais, quand on est sur de la QVA, quand on est sur de la belle vendange, que ce soit en raisin entier ou bien en vendange mécanique, on peut se contenter d'un collage des jus d'égouttage de raisins égrappés ou machines à vendanger. Là, idéalement, c'est d'aller sur de l'hyperoxygénation pour tomber ces polyphénols tout de suite, de façon à ce qu'ils ne nous embêtent plus ensuite pour la stabilité de nos cuvées. Euh, L'autre point aussi important que je rappelle ici, c'est pour les raisins entiers, hein. Si on veut bloquer les oxydations, il faut bloquer tout ce qui peut provoquer ou peut favoriser les oxydations. Et le cuivre fait partie de ces coadjuvants hein, d'oxydation. Donc c'est en partie pour cela, pas uniquement pour cela, mais en partie pour cela que je demande toujours moi d'éliminer les jus d'égouttage, en tout cas de les mettre de côté pour les vendanges manuelles. Bien sûr, pour les vendanges machines, c'est pas possible puisqu'on se retrouve avec un volume très important. Mais en tout cas pour les vendanges manuelles, voilà, c'est quelque chose, c'est impératif de pouvoir enlever ces premiers jus
et ensuite d'aller vers un sulfitage rapide sous le pressoir. Pour l'ébène, une solution qui est tout à fait intéressante, hein, c'est de faire de la bioprotection. Ça permet réellement de maîtriser l'oxydation des polyphénols et de pouvoir ensuite mieux les gérer à la cave. En revanche, cette bioprotection sur l'ébène, c'est l'idée, c'est pas de l'incorporer 10 minutes avant de charger le pressoir, hein, mais c'est bien de l'incorporer directement sur la vendange au plus tard quand elle est versée dans la benne de transport. Au mieux, c'est même en spray directement sur les convoyeurs de machines à vendanger, quoi. Hein. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant qui nous permet effectivement d'avoir ensuite toute l'attitude et tout de choix pour soit aller, comme je disais précédemment, vers du collage, soit vers de l'hyperoxygénation. L'autre point réellement important dans l'élaboration de vins aptes à supporter des élevages longs, clairement c'est la structure pH. Donc c'est l'objectif, hein, c'est de se retrouver avec des pH autour, on va dire, de 3,10, hein, et plus le pH sera faible, meilleure sera la tenue du vin dans le temps. Je le rappelle, hein, le pH agit bien sûr sur la stabilité microbiologique, bien sûr sur la fraction de SO2 moléculaire, agit sur la réactivité des produits de collage, polyphénol, protéines, et donc c'est aussi important lorsqu'on veut maîtriser hein, les collages et les produits qu'on utilise. Et le pH agit sur toutes les réactions enzymatiques et notamment sur les oxydases. Donc ce pH, il est vraiment, on doit avoir ça dans le viseur. Et plus on est sur des vins à rotation longue, plus ce facteur est important. Donc, lorsque je vous dis, voilà, pH 3,10 à la vendange, ça veut dire que moi, ce que j'ai en tête, c'est d'avoir un pH inférieur à 3 au moment de la prise de mousse et de la mise en bouteille. L'autre point, clairement, c'est que tous les cépages n'ont pas la même capacité au vieillissement. Ça, c'est quelque chose que vous savez, mais on peut toujours le dire, le rappeler. Alors, je mets quand même des guillemets à ça, c'est que clairement, tous les cépages n'ont pas la même capacité au vieillissement si on les traite de façon, on va dire, entre guillemets, standard. Euh, Tous ont une belle capacité de vieillissement, simplement il y en a qui sont beaucoup plus exigeants que d'autres. Hein. En gros, les cépages blancs, naturellement, vont avoir une bonne capacité de vieillissement. Ça ne veut pas dire que les cépages noirs ne l'ont pas, simplement ils sont beaucoup plus exigeants. Donc ça, on en parlera au prochain webinaire au mois de mai. Mais en tout cas, on peut faire de très belles bases blanc de noir avec de très longs temps de vieillissement et de très belles capacités de vieillissement. Simplement, c'est quelque chose qu'il faut vraiment anticiper parce que ce sont des cépages qui sont beaucoup plus exigeants, parce que beaucoup plus riches en polyphénol, parce que beaucoup plus riches en cations, et donc avec des pH qui ont tendance à s'envoler beaucoup plus rapidement. Hein. Donc ça, vous le voyez de toute façon naturellement chaque année entre les chenins et les cabernets ou les gros lots, etc. Vous voyez très bien que effectivement la dérive pH est beaucoup plus importante sur ces cépages rouges en comparaison aux chenins, voilà, que vous connaissez bien. Donc, un petit rappel, mais ça, on en avait déjà parlé en fait il y a quelque temps lorsque j'avais fait un webinaire enfin, ou une intervention sur les vins de réserve, hein, sur les VCI à l'époque, où on en avait déjà parlé hein, par rapport au chardonnay, au chenin, au pinot blanc, qui étaient beaucoup plus aptes pour faire des vins de réserve en comparaison des pinot noir, pinot gris, pinot meunier, ou cabernet franc, ou gros lot noir, gros lot gris, etc. Donc, en fait, on est exactement dans la même philosophie, dans la même vision.
Donc, si on doit faire des vins à rotation longue, de faire des vins avec une proportion de chenin, de chardonnay plus importante, c'est toujours un gage de sécurité, on va dire, par rapport à des blancs de noir. Sauf, encore une fois, si on a eu une attention très, très particulière, où on a pu aller extraire des cœurs de cuvée, etc. Donc là, c'est une autre histoire, mais en tout cas, on a ce parallélisme en fait qu'il y a entre la gestion des VCI, des vins de réserve, ou bien la gestion des vins sur latte. On est exactement sur la même philosophie, hein. Euh, par rapport à ça, hein, si on veut faire un petit récap, hein, bien sûr, donc les cuvées seront les seuls aptes à rentrer dans des assemblages, on va dire, de longtemps sur latte, hein. Ne pas hésiter à faire des collages spécifiques sur ces vins pour éliminer les polyphénols oxydables. Donc moi, sur ces vins, normalement, que je destine à des longs temps sur latte, hein, je fais des soutirages précoces, donc c'est-à-dire avant fin de fermentation alcoolique, hein, autour de 1010-1015 de densité. Je vais faire un soutirage précoce. Ça permet quoi? Ça permet de garder pas mal de lits en suspension, des belles lits fines, qui vont en fait m'enrichir naturellement mon vin en glutathion, hein, donc cet antioxydant naturel, hein. Et puis, si ce n'est pas nécessaire, suffisant, pardon, on peut aussi enrichir ces bases de produits commerciaux, hein, qui sont des activateurs de fermentation. Donc, on peut utiliser à ce moment-là encore pour doper la fin de fermentation alcoolique, mais surtout aussi pour en même temps enrichir les vins en glutathion. Et ça nous permet par cet élevage sur l'IFIN, donc soit naturel, soit enrichi, ça nous permet de préparer nos bases, d'anticiper la création des cuvées, hein. Donc on va avoir naturellement des vins qui seront plus riches en glutathion et qui naturellement vont avoir une meilleure aptitude au vieillissement. Après, il faut être clair qu'il faut aussi, on peut tout faire très bien, mais il faut aussi avoir les, les, les contenants adaptés. Et ça, là-dessus, dans le Val-de-Loire, j'en ai déjà plusieurs fois parlé, mais c'est vrai que les vieillissements ou les élevages sur lit en chapeau flottant, c'est pas le plus simple, puisque en fait, tout ce qu'on apporte, enfin, en tout cas, une partie de ce qu'on va apporter comme glutation par le bâtonnage, par l'élevage sur lit, etc., ben, on va le perdre tout simplement parce que en chapeau flottant, on sait qu'on a des oxydations qui sont un peu plus marquées. Donc c'est pour ça que moi je vais conseiller clairement dans ce cas-là de faire des assemblages précoces, de mettre en cuve fermée, surtout en cas de tirage tardif, hein. Donc ce que j'appelle tirage tardif, c'est tirage à partir du mois d'avril, mai. À partir du moment où les caves se réchauffent, etc., ça devient tardif. Et ces cuvées qui sont euh, destinés à rester longtemps sur lit, autant les tirer tôt, de façon à les avoir directement, enfin les avoir en bouteille et maîtriser l'oxygénation de ces bases. Un petit point important, à mon sens, encore une fois, surtout sur les tirages tardifs, c'est d'avoir des cuves thermorégulées de façon à assurer la stabilité de la température, hein. Donc, même si on n'a que des chapeaux flottants, forcément, on est obligé de jouer avec les gamelles qu'on a. Donc, préférer des chapeaux flottants avec gestion de la température de façon à limiter les phénomènes oxydatifs, quoi. Euh, donc,
tout ça, comme vous voyez, c'est vraiment de l'anticipation, hein. À partir du moment où vous anticipez, bah, vous mettez dans des bonnes conditions pour avoir des cuvées de longue garde et des cuvées qualitatives de longue garde, hein. Donc au moment du tirage, hein, si on veut, si on sait déjà que ces cuvées vont vieillir longtemps, euh, donc on peut à nouveau, à titre d'activateur de fermentation, utiliser des levures riches en glutathion de nouveau pour enrichir, pour à la fois détoxifier, mais aussi pour enrichir le milieu une nouvelle fois en glutathion. Euh, Après, on peut, dans le choix des souches de prise de mousse, on sait qu'on a des souches qui sont un peu plus réductrices que d'autres, hein. Donc, voilà. Par contre, dans les coadjuvants de tirage qui vous sont proposés, vous avez des tanins. On vous propose des tanins et bien souvent, ces tanins sont des tanins qui ont été mis en solution avec du cuivre. Donc, il est préférable d'utiliser dans ce cas-là des tanins sans cuivre, hein. Je vous ai dit au départ, le cuivre est un coadjuvant d'oxydation. Donc, si vous destinez votre cuvée à un élevage long, tant qu'à faire, autant ne pas lui rajouter de cuivre au moment du tirage, parce que vous allez doper son ouverture, hein, sa maturation. Donc faut être un petit peu cohérent. Donc, idéalement, c'est justement de choisir des préparations de tanins qui ne sont pas chargées en cuivre. Donc ça, c'est au tirage. Et bien sûr, au tirage, faut prévoir le temps d'élevage. Et ce temps d'élevage, on le gère aussi avec le choix du bouchage. Alors bien sûr, pour certains, à la fois pour le marketing ou pour l'histoire, on va pouvoir aller sur des bouchons liège, pourquoi pas. Moi, j'ai toujours un problème par rapport à ça, dans la mesure où ça peut aussi apporter des déviations. Donc voilà. Euh, mais sinon, bien sûr, hors de question d'utiliser des capsules à bidules incorporées, hein, c'est capsules plus bidules séparées. Et de cette façon, ça va nous permettre de choisir la porosité optimale de la capsule en fonction du temps d'élevage sur lit prévu. Donc ça, c'est un vieux tableau, hein, qui avait été publié par le vigneron champenois, hein. Le CIVC en Champagne avait fait à l'époque une étude entre les différents types de capsules, les différents fournisseurs, etc., etc., en mesurant la perméabilité de chacune des capsules. Donc clairement, si vous faites si vous avez prévu de faire un élevage sur lit long, on va pas utiliser la Cell Plus, on va pas utiliser la Mercure, on va pas utiliser la Top 3 et voilà, et parce que ce sont ou la Top simple, tout simplement parce que ce sont des capsules qui sont plutôt prévues pour des élevages courts dans la mesure où ils ont une perméabilité beaucoup plus lâche. Donc voilà, donc quelle que soit la marque avec laquelle vous travaillez, vous voyez qu'il y a différentes porosités et en fonction de ces porosités, ça va vous permettre effectivement de choisir votre, euh, votre temps d'élevage sur lit ou de piloter votre temps d'élevage sur lit après prise de mousse. Donc pour moi, ça c'est vraiment quelque chose d'important. Je sais que dans le Val-de-Loire, beaucoup utilisent des capsules habituelles incorporées. Clairement, lorsqu'on est sur des élevages longs, c'est quelque chose que je déconseille fortement euh, parce que ça mène à des hétérogénéités de l'eau, à des pertes de CO2, etc. Donc c'est pas nécessairement la bonne solution. Alors, pour le tirage aussi, oui, je voulais ajouter aussi autre chose qui est aussi important, c'est que le CO2, vous savez, c'est le dioxyde de carbone ou l'acide carbonique, hein, c'est un acide. Et donc le CO2 agit aussi sur le pH. Donc,
Donc clairement, ces capsules, en étant plus fermées, vont agir aussi sur la maîtrise du pH, puisque dans ce cas-là, on va distinguer le pH vrai du vin, hein, c'est le pH que vous donne le labo. Le labo, la première chose qu'il fait quand il reçoit votre échantillon, il va vous dégazer le vin de façon à vous donner le pH vrai du vin. Donc ça, c'est une chose. Mais ensuite, il y a le pH de la bouteille, le pH de la cuve qui, lui, est différent. Pourquoi? Parce que le pH de la bouteille, ben, c'est le pH du vin, bien sûr, mais avec la correction, je vais mettre des guillemets à ça, ou l'influence, plus exactement, du CO2. Et donc, quand on est sur des élevages longs, bah, donc le fait de d'avoir une capsule plus fermée, ça va nous permettre de garder plus longtemps aussi notre CO2, hein, puisqu'on a une perte naturelle de CO2 avec le temps. Et donc, ça va nous permettre aussi de garder un pH faible plus longtemps. Donc après, on a d'autres solutions. On peut aussi très bien dire que au lieu de mettre en bouteille avec 24 grammes de sucre, ben on va mettre 26 grammes. C'est-à-dire qu'on va avoir un demi-bar au départ de plus, hein. Moi, c'est des choses à titre personnel chez moi que je fais, hein, sur mes cuvées de longue garde entre 5 et 7, 8 ans, où je dose moi à 26 grammes de façon effectivement à avoir ce demi-bar en gros de pression supplémentaire qui va me permettre à réception des bouteilles, après 5 6 7 8 ans d'élevage sur lit, d'avoir toujours une belle effervescence, une bulle très fine, une bulle très fraîche. Et donc ça fait partie aussi de la gestion du tirage où là on peut jouer un petit peu sur les paramètres et les conditions de, d'élevage. Si on parle ensuite plus spécifiquement de l'élevage, l'élevage, en fait, on peut pas agir sur grand-chose, quoi. Clairement, on va avoir la température de stockage. Plus la température sera basse, hein, plus l'élevage sur lit sera, en tout cas, les phénomènes d'autolyse, etc., seront lents, donc longs. Et surtout, moi, je porte votre attention surtout à la constance de la température. Euh, de façon plus ou moins scientifique ou plus ou moins empirique, on va dire ça comme ça. Moi, j'ai fait plusieurs essais sur différents types de bases, etc. Je préfère de loin avoir des températures constantes à 14 degrés plutôt que des températures qui font le yo-yo entre 10 et 18 degrés en fonction de la saison. Hein, donc, clairement, la constance de la température fait partie aussi euh, de l'accompagnement de l'élevage sur latte, et ça permet de maîtriser réellement les conditions d'élevage. Après, les conditions externes, l'obscurité, ça me semble nécessaire de le rappeler. Alors, ça me semble nécessaire de le rappeler. Pourquoi? Notamment lorsque on a des stockages, de façon que ce soit en tas ou en palette, c'est à peu près la même chose, mais en tout cas, qui sont proches du plafond. Euh, donc, où on peut avoir une lumière incidente importante dessus. Donc, faut pas hésiter à couvrir l'état si vous avez des néons, des lampes ou des ampoules au-dessus d'état. Faut pas hésiter à couvrir les palettes aussi de façon à ce qu'il n'y ait pas de lumière. Faut incident direct sur les bouteilles. Alors les bouteilles vertes, clairement, seront traitées, etc., permettent de limiter l'effet de la lumière. Les bouteilles blanches, vous savez ce que j'en pense, c'est une catastrophe pour la stabilité des vins. Donc pour le marketing, c'est bien, mais clairement pour la conservation des vins, c'est beaucoup plus compliqué. En tout cas,
Ce paramètre obscurité, c'est un paramètre important. Le fait de couvrir les palettes, ça permet, ou de les filmer de noir éventuellement, ça permet d'être certain que toutes les bouteilles à l'intérieur de la palette euh, euh, évoluent de la même façon et qu'il n'y en a pas qui sont touchés par des goûts de lumière, hein. Imaginez, les bouteilles restent pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans en cave, ensuite, avec une lumière au-dessus, parce que la cave de stockage, c'est aussi la cave de travail. Donc, les bouteilles externes de la palette, donc celles du haut ou celles de face, ben, ces bouteilles-là vont subir la lumière pendant ce temps d'élevage sur lit d'élevage sur latte, pardon, alors que le centre de la palette, lui, ne le subira pas. Donc, ce qui fait qu'on peut se retrouver avec des phénomènes, et ça, je l'ai vu malheureusement plusieurs fois, voire même assez souvent, des hauts de piles de palettes qui ont clairement des goûts de lumière, alors que le reste n'est pas du tout atteint. Donc, si on veut effectivement conserver cette homogénéité de l'eau et pas avoir de dépréciation qualitative, l'obscurité est un point assez important sur les conditions de stockage. Et puis enfin, et là, c'est quand on est sur des élevages sur lit, sur latte, on va dire, subis, on pensait avoir un marché et finalement ce marché ne se fait pas. On a mis en bouteille, c'était pas vraiment prévu. Et donc, voilà, la position de la bouteille peut nous permettre de gérer un petit peu notre élevage sur latte. Hein, vous savez, quand on est en élevage sur latte, on a clairement 3 phases, hein, enfin 4 phases, on va dire, de vie du vin. Il y a la phase de prise de mousse, bien sûr. Ensuite, on a la phase d'autolyse. On a une phase de maturation et on peut bloquer ou ralentir cette maturation en mettant les bouteilles sur pointe. Donc la phase de prise de mousse, si on la considère comme une phase d'élevage, ben, la phase de prise de mousse, hein, ça va durer de 4 à 8 semaines, on va dire, en étant large. Ensuite, on va avoir cette phase d'autolyse hein, qui va durer entre 2 entre 8 et 12 mois, on va dire. Voilà. Et ensuite, on rentre dans la phase de maturation. Donc, cette phase de maturation, elle est directement liée à la température, elle est directement liée aussi à la porosité de la capsule. Et donc, en fait, on va pouvoir, on va avoir une maturation qui va être plus ou moins rapide en fonction de ces 2 paramètres-là. Et bien sûr, le troisième paramètre, c'est la qualité du vin de départ. Donc, et donc, cette maturation, on va pouvoir agir dessus comment? En remuant les bouteilles et en mettant les bouteilles sur pointe. À partir du moment où vous mettez les bouteilles sur pointe, vous allez effectivement vous allez ajouter un joint supplémentaire en fait, c'est-à-dire que les lits vont venir servir de tampon et vont venir absorber l'oxygène qui va rentrer par la capsule. Hein, la mise sur pointe des bouteilles, c'est une solution qui va vous permettre de bloquer la maturation, en tout cas de la ralentir. Donc c'est pas là on est réellement dans une dans une gestion subie hein, de l'élevage sur latte. En gros, vous attendiez un marché, ce marché n'est pas arrivé, vous devez gérer ce surcroît de stock. Donc, et ça, plus vite vous allez le faire après autolyse, mieux ce sera. Parce que à partir de là, ben, vous allez avoir beaucoup plus de temps, hein. C'est-à-dire que si vos phénomènes de maturation se font, ont déjà commencé, clairement, l'oxydation des polyphénols contenus dans le vin ensuite va conduire
naturellement à une oxydation, non pas liée à l'oxygène qui rentre, mais liée au stade d'oxydation des polyphénols déjà oxydés. Donc, ce qui fait que c'est quelque chose à prendre au sérieux et de l'anticiper. Moi, c'est quelque chose clairement au moment du Covid, hein, que j'ai conseillé à beaucoup de vignerons. Pendant le Covid, beaucoup de ventes ont été arrêtées, mises en berne en tout cas. Et donc, il fallait gérer les choses, anticiper la maturation trop importante des cuvées. Et donc, on a mis des bouteilles sur pointe très précocement. Il y a des bouteilles qui sont restées 1 an et demi, 2 ans sur pointe avant de dégorger. Simplement, l'idée, c'était juste d'anticiper la maturation à venir des cuvées. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez aussi faire. Clairement, ça demande de la main-d'œuvre, mais ça vous permet de conserver la fraîcheur et la finesse de vos assemblages. Hein, donc, de façon très claire, hein, chaque vin de base dispose d'une capacité d'évolution avec chaque cuvée va avoir une courbe qualitative, hein, qui va dépendre de son pH et de sa capacité redox dans un premier temps, du pH et de la structure du vin. Donc ça va vous permettre d'avoir la stabilité, hein, de votre produit avant d'arriver sur une phase descendante qui est la phase oxydative du vin. Hein, donc moi, dans la mesure du possible, je vous encourage, hein, à anticiper la création de vos cuvées euh, par la vinification, etc., dans cette philosophie-là, en sachant que plus vous allez pouvoir anticiper, plus vous allez pouvoir avoir la main sur la vinification et sur la stabilité de votre cuvée. Si vous Sans anticipation, clairement, on aura un effet qui sera limité à la phase d'élevage. Donc, on va peut-être pouvoir gagner 6 mois, 1 an. Encore une fois, plus vite on va mettre les bouteilles sur pointe, plus vite enfin, plus on va pouvoir allonger notre temps de garde. Mais très clairement, l'idée, c'est d'anticiper. De cette façon, vous allez pouvoir agir sur le pH, vous allez pouvoir agir sur la capacité tampon naturel de votre vin. Vous pourrez éventuellement, même au moment du tirage, mettre 1 gramme ou 2 grammes de sucre en plus. Ça vous permettra d'avoir plus de CO2, donc d'abaisser naturellement le pH de votre vin, et donc de tirer encore, enfin d'avoir une phase de stabilité du produit encore plus longue. Et donc, où là, effectivement, ça nous permet d'aller sur des élevages qui sont vraiment, vraiment plus longs, de 5, 6, 7 ans. En tout cas, voilà. Donc, c'est là où c'est vraiment intéressant et qualitativement vraiment intéressant. Voilà, donc parler de l'élevage sur latte, c'est quelque chose de bien, mais de le parler de l'élevage sur latte tout seul, c'est vrai que c'est un peu réducteur. On est obligé forcément d'anticiper, de parler de la vinification, on a commencé par la vendange. Encore une fois, la vendange, c'est la période clé, hein, dans l'élaboration des vins effervescents. C'est là où pratiquement tout se décide. Donc, il faut être vigilant par rapport à ça, vigilant sur la gestion de la vendange, le respect du raisin, le respect de la matière, euh, de façon à pouvoir optimiser la stabilité redox du vin, la stabilité du pH. Et à partir de là, on peut faire de très belles bases, quel que soit l'endroit, euh, quel que soit le cépage, je dirais. On est aujourd'hui en mesure de faire de très très belles bases avec de euh, euh, très belles promesses de maturation. Simplement, encore une fois, on a ce devoir d'anticiper. Si on veut, à la fin, quand on va dégorger les bouteilles, au bout de 3, au bout de 4, au bout de 5 ans, si on veut avoir euh, des résultats qualitatifs intéressants,
il faut que ça puisse être anticipé bien avant la vendange. Voilà ce que je pouvais vous dire. Maintenant, je suis à votre disposition pour répondre, bien sûr, à l'ensemble de vos questions. Quelles sont les préconisations à respecter lors de l'utilisation des vins de réserve? Très bonne question, Sylvain. Donc, en fait, les vins de réserve, ça peut être des accélérateurs hein, de maturation. Donc, en fait, tout dépend de la qualité du type de vin de réserve. En fait, quand on est sur des vins de réserve, on va dire standard, l'idée, c'est plutôt d'ouvrir les vins d'apporter naturellement une certaine patine et une certaine maturation naturelle de l'assemblage. Et donc là, sur des vins de long temps d'élevage sur lit, on va plutôt avoir tendance à diminuer ce temps ce pourcentage ou l'utilisation des vins de réserve. En revanche, on peut très bien avoir des vins de réserve prévus pour ça. Et donc, dans ce cas-là, forcément, ça va être des cœurs de cuvée, ça va être des vins de réserve très particuliers, d'une année ou 2 ans grand maximum. Mais dans tous les cas, avec des pourcentages relativement faibles, c'est-à-dire on va être de l'ordre de 10-15%, on n'ira pas de là. En tout cas, moi, c'est ce que je préconise. Après, quel pH idéal hein, au tirage? Donc, j'ai un petit peu évoqué, hein, l'objectif, c'est d'être sur des longs temps d'élevage. Hein, on va être sur des pH très clairement en dessous de 3. Donc, ça va être du 2,95 à 3,0. Si je vous donne, moi, mon exemple chez moi, les cuvées qui restent 6-7 ans, on va tirer à 2,92 par là. Donc, de la même façon, sur mes clients en Italie ou autres, on est sur les mêmes types de pH. Hein. On va sur des pH autour de 95. 3,0, c'est pour du 3 ans. Et dès l'instant qu'on va au-delà de 3 ans, moi, je vise des choses autour de 95. Donc, bien sûr, avec des vins particulièrement stables hein, au niveau tartrique, etc. Et donc, on est toujours sur de la stabilisation au froid ou éventuellement électrodialyse, de façon à avoir des vins qui soient stables. Hein. Donc, je n'utilise jamais, pour ce type de vin, je n'utilise jamais de gobe de cellulose, par exemple. Sinon, Laurence demande combien de grammes par litre de sucre. Hein. Donc, c'est ce que je disais. Donc, 24 grammes, bon, ça vous donne 6 bars. Si on est sur des élevages à 3 ans, 24 grammes, c'est très bien. Si on va au-delà, on n'a pas, moi, j'ai aucun problème et je le fais très, très couramment d'aller à 25, 26. Ça m'est déjà arrivé d'aller à 27 grammes mais sinon 25 ou 26 grammes, euh, je le fais très couramment pour avoir du 6 bar couvert, donc 6 bar 2 ou 6 bar 5, notamment sur les cuvées à 6-7 ans. Ouais. Pablo, concernant le soutirage précoce dans le cadre d'une vinification en barrique, tu conseillerais un soutirage vers Médis également ou pas? Non. Là, dans ce cas-là, Pablo, je vais même laisser, si le vin est propre, etc., sur lit total, en sachant que les barriques micro-oxygènent naturellement. Et donc là, on a un gros besoin, effectivement, de glutathion. Donc là, je vais effectivement conseiller, dans la mesure où on a eu un beau débourbage, ça c'est un autre point, hein, dans la mesure, encore une fois, où on a eu un beau débourbage, euh, à partir de là, on peut se permettre de laisser en barrique sur lit total sans problème. Oui, Pierre, effectivement, pour les bidules incorporés, c'est hyper compliqué d'avoir des infos de la part des fournisseurs. Je n'ai pas de mesures récentes faites par des labos indépendants,
C'est en fait le problème, c'est que on demande à l'opercule, à la capsule, de faire deux choses, de faire le joint au gaz et le joint au liquide sur des bouteilles qui ont des cols normalement réguliers, je dis bien normalement. Donc en fait, en fonction de la bouteille, comment elle se présente sous la capsuleuse, la capsule va être mise plus ou moins centrée, la bouteille est plus ou moins homogène et régulière, et ce qui fait qu'on a des gros problèmes d'homogénéité. Donc quand on est sur des élevages courts, l'hétérogénéité de porosité, disons que les effets sont minimes ou sont relativement faibles parce qu'on est sur des élevages courts. Par contre, plus l'élevage est long, forcément, plus on va se retrouver avec un écart important entre des bouteilles qui vont être plutôt bien bouchées et entre guillemets réductrices et des bouteilles qui seront mal bouchées et plutôt oxydatives. Donc, en fait, personne ne va s'engager. Les fournisseurs ne s'engageront pas sur un résultat de bidule capsule, enfin de capsule. Les verriers vous diront que si jamais ça marche pas, c'est parce que la capsule est mauvaise. Et les capsuliers vont vous dire que c'est soit la bouteille qui va pas, soit votre capsuleuse qui est pas adaptée. Donc, de toute façon, franchement, ça. Ouais, c'est pas la panacée. Si on est sur des élevages longs et qu'on veut faire des choses bien maîtrisées et de façon à avoir des vins homogènes après prise de mousse et après élevage, il est clair que le s'impose. Donc, après, oui, Maxime, les capsules avec bidule séparé, perméabilité faible, donc 0,15, ISART ou autre, dont tu parles, ce sont des mesures qui ont été faites par le CIVC, qui sont contrôlées, je dirais, de façon régulière tous les ans. Euh, a priori, si le système de bouchage, si la capsuleuse est bien réglée, je dirais que c'est fiable. En tout cas, oui, c'est plutôt fiable. Encore une fois, il faut aussi que la capsuleuse soit bien réglée en fonction du type de capsule. Donc ça, n'hésitez pas aussi à demander à vos fournisseurs à quelle pression le mandrin doit être réglé. Hein, ça se règle, c'est pas d'un capsulier à l'autre en fonction de la dureté de l'alliage. L'un ou l'autre pourrait vous demander de modifier votre pression au bouchage. Donc ça, n'hésitez pas à le demander et n'hésitez pas à utiliser aussi le système là, passe-passe-pas là. Et c'est un système que vous pouvez acheter auprès des capsuliers. Ça vous permet de vérifier qu'effectivement vous ne sertissez pas trop votre capsule parce que si vous la sertissez trop, vous allez casser l'alliage et donc elle perdra sa capacité de vieillissement. Hein. Donc, ça, c'est aussi quelque chose à contrôler. Mais en tout cas, c'est important de le faire pour s'assurer effectivement que la capsule qu'on utilise, on l'utilise dans les bonnes conditions euh, pour, euh, pour la durée de vieillissement prévue, quoi. Eh ben, écoutez, ça a l'air parfait. Si tout le monde est content, je te remercie, Nicolas, de ton intervention. Je vous rappelle tous que nous allons avoir un autre webinaire avec Nicolas le 25 mai sur la vinification des cépages noirs. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous souhaite à tous un très bon week-end. Et Nicolas, je te dis à bientôt.
Très bon week-end à tous. Merci de votre attention. Et puis, oui, mettez sur vos tablettes le 29 mai, parce que je pense que effectivement, la vinification des cépages noirs, c'est une question assez importante, assez cruciale pour le Val-de-Loire, puisque beaucoup, en aparté ou autres, me contactent aussi par rapport à ça. Euh, voilà, comment vinifier nos cabernets, nos gros lots, pour en faire des vins de base de qualité. Voilà. Donc merci de votre attention et puis merci Béatrice et merci Amandine d'avoir organisé ce webinaire. Au Et à très plaisir. bientôt. Au À plaisir. bientôt. Au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde.